Les verbomoteurs. Bonjour et bienvenue au Verbomoteur. Ici votre animateur Simon Lessard en compagnie de mes trois chroniqueurs du magazine Le Verbe. Cette semaine, Antoine Malenfant. Bonjour. Benjamin Boivin. Salut Simon. Et James Langlois. Bonjour. On se trouve dans notre nouveau décor, en tout cas décor 2.0 amélioré. Ben oui. Avez-vous un objet particulier dans ce décor à la plutôt rétro? Ben moi, j'haïs pas le globe terrestre là-bas. Là. Ça me fait penser à la souveraineté du Christ sur l'univers. Bravo. Toi, James? Moi, je pense que c'est les boules de gomme. Ça rajoute un aspect là, un peu festif. On va pas les couleur. manger, là. On mange pas le décor. Non, c'est ça. Malheureusement, on peut pas. Antoine, viens te rasseoir. Là. Je vois que tu es allé voler un item du décor. Ce qui me plaît là-dedans, c'est les revues Le Verbe qui traînent un peu partout sur les étages. Puis là, j'ai mon œil vieilles accroché sur... revues Le Verbe. Ici, on avait un numéro sur les ados, puis on avait utilisé celui qui allait devenir mon beau-frère, Thomas Marceau. Je sais qu'il nous écoute, on le salue. Qui fait du skate sur un parvis d'église. Qu'on a photoshopé. Ah ouais, ben oui. Mais c'est vraiment lui. Ben oui. Tu brises la magie. Bon, alors, si vous êtes curieux pour voir notre décor, profitez-en donc pour aller nous regarder sur la plateforme YouTube ou sur Facebook. Et profitez-en aussi en même temps pour aimer cette page, pour vous abonner à cette page. Ça nous donnerait un bon coup de main pour mieux diffuser cette émission. Durant la prochaine demi-heure, nous discuterons ensemble de la récession sexuelle que traversent les pays occidentaux. Pourquoi faisons-nous de moins en moins l'amour? Nous reviendrons aussi sur une étude qui révèle comment le papier et les crayons sont supérieurs aux écrans et aux claviers en éducation. L'usage des écrans en classe est-il une fausse bonne idée? Mais tout d'abord, on commence cette émission avec une nouvelle loi en France qui vise à protéger les enfants des cybercriminels. James Langlois, le 6 février dernier en France, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité la loi Studer qui introduit la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale. James, peux-tu nous expliquer pourquoi il paraissait légitime d'apporter cette modification au Code civil en France? Qu'est-ce que ça implique? Ben d'abord, il y a de plus en plus d'associations qui vont dénoncer le comportement des parents sur les réseaux sociaux, hein, notamment des parents qui s'investissent dans l'influence là, comme influenceurs, puis qui vont mettre de l'avant leur vie de famille, dont leurs enfants, de manière, je dirais, abusive, là, en cherchant les likes, en cherchant des partenariats. Commercial même. Oui, c'est ça. Ce qui fait que ça fait des mises en scène où on dirait que l'enfant est complètement oublié là-dedans. Puis, instrumentalisé. Instrumentalisé. Un élément de décor. Exact. Puis selon les chiffres là, cités par certaines études, il y aurait un enfant apparent en moyenne sur 1300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans. Deuxième fait, c'est que 50% des images d'enfants qui circulent dans les forums, mettons, de pédophiles, de pédopornographie, sont issus des réseaux sociaux des parents. Et bon, donc cette loi-là vise quoi? À responsabiliser les parents d'une part, mais aussi à montrer que les parents ne disposent pas d'un droit absolu là, sur l'image des enfants. Donc, mais quand tu dis que les images viennent des réseaux sociaux des parents, là, les parents ne mettent pas des images de leurs enfants nus ou... c'est quoi? Comment ça se passe? Qu'est-ce qui... Ça n'a pas été qualifié sur quel type d'image. Bon, évidemment, il citait une étude qui a été faite, probablement, peut-être que l'étude en parle de manière plus détaillée, mais je pense que moi, je pense que j'en ai déjà vu, là, il y a des parents qui mettent des photos de leurs enfants, que ça peut être en bedaine, en maillot de bain. C'est pas nécessairement du contenu érotique, là, ou peut-être même des enfants dans le bain, mais il reste que... Puis là, on parle pas aussi du rôle de l'intelligence artificielle là-dedans, parce que il s'agit que, justement, c'est facile avec les logiciels de montage de prendre juste le visage d'un enfant, de le mettre sur un autre corps, ou même avec l'intelligence artificielle, on l'a vu avec l'histoire de Taylor Swift, hein, de prendre des visages, tout ça, puis de les mettre dans des films pornographiques, etc. Donc, il existe ce genre de technologie-là et ça va arriver de plus en plus. La question que je me pose, James, c'est là, on va quand même pas demander l'avis à notre enfant à chaque fois qu'on veut partager une photo de famille. Un formulaire de consentement, peut-être? Ben là, s'il y a 1 an, il parle même pas. À 5 ans, il commence peut-être à parler, mais il n'y a pas nécessairement un bon jugement. Non. Comment on peut donner un droit comme ça aux enfants? Bien, c'est ça, c'est un droit, il faut bien le comprendre, là, c'est-à-dire c'est un droit qui est sous-jacent à l'autorité parentale. Donc, ce n'est pas un droit absolu de l'enfant. Évidemment, l'enfant a, comme toute personne, là, une dignité inaliénable, puis c'est un peu ça qu'on cherche à protéger là-dedans, mais c'est-à-dire que, d'abord, les deux parents, ce que dit la loi, cette loi-là, les deux parents doivent être d'accord puis demander
la vie à l'enfant, mais toujours en mesurant le niveau de maturité et le niveau de croissance de l'enfant. OK, Évidemment, donc 1 an, 5 ans, 14 ans, on ne demande pas la vie de la même manière à son enfant. c'est pas la même chose. Puis c'est pas la vie de l'enfant n'est pas absolue non plus. Là. C'est-à-dire que même s'il dit ben non, moi je préférerais pas, mais puis les deux parents sont d'accord pour dans telle circonstance, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, si les deux parents ne sont pas d'accord, supposons que dans un cas de famille divorcée, ben, le juge peut interdire à l'un des deux parents de publier ou de diffuser tout le contenu sans l'autorisation de l'autre. Puis en dernier recours, si vraiment il y a des cas d'exposition excessifs d'atteinte à la dignité de l'enfant, le juge peut confier l'exercice du droit à l'image à une tierce personne. Oui. OK, donc c'est un droit de l'enfant, mais auquel répond le devoir des parents surtout. Exactement. Les parents ont le devoir de protéger leurs enfants, de développer un jugement par rapport à ça. Puis, c'est vrai, ce droit à l'image-là, nous-mêmes, on en est possesseur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que notre image soit, nos coordonnées, notre identité soit dévoilée sur les réseaux sociaux, entre autres, sans notre consentement. James, on parle de la France, mais au Québec, il y a déjà quelque chose d'équivalent. Là. Bon, tu pourras peut-être préciser, là, mais par exemple, quand nos enfants vont à l'école ou à la garderie ou dans le camp de jour, on nous demande la permission au début de l'année. Est-ce qu'on peut prendre des photos de votre enfant et les mettre sur la page Facebook de l'école? Ouais. Il existe déjà un processus, là. Moi, je suis toujours un peu réticent parce qu'une fois que c'est parti, là, on n'a plus le contrôle là-dessus. Là. Non, effectivement, il existe déjà ces permissions-là. Je pense qu'au Québec, cependant, c'est pas encore spécifié de cette manière-là. Eux, ils l'ont vraiment intégré dans le Code civil sous l'angle du droit de la vie privée de l'enfant. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire pareil au Québec, l'insérer dans la loi civile? Ben, je trouve que, d'une part, oui, il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de protéger les enfants de ces risques-là, mais d'un autre côté, on dirait que j'ai un peu un malaise, en premier lieu, qu'on doive demander l'avis de l'enfant. Bon, même si c'est bien équilibré, je trouve que, ultimement, c'est les parents à décider, mais ça pose une autre question par ailleurs. Est-ce qu'en tant que parent, on peut faire nécessairement tout ce qu'on veut avec nos enfants? Ben non plus. Donc, on a le devoir comme parents de chercher le bien de nos enfants puis le bien commun aussi. Il ne faudrait pas se retrouver avec des enfants rois qui dictent aux parents quoi faire ou encore des procès des enfants contre leurs parents. Non, ça n'aurait pas de bon sens. Puis d'un autre côté, ben c'est sûr que on doit protéger les enfants, on doit protéger l'identité numérique de nos enfants parce que c'est pas la même affaire d'exposer notre enfant, je pense, dans la vie publique, c'est-à-dire à l'extérieur de notre maison, là, dans la rue, puis de le mettre sur un réseau social mondial où là, son image, puis sa réputation peut être gâchée à tout jamais. À quoi ça sert le bien de l'enfant de publier une photo de lui sur Facebook? Non, c'est ça. Non, mais des fois, par exemple, tu as un mariage, puis là, une belle photo de toute la famille ensemble. Oui, c'est sûr. Il y a des gens qui disent, moi, sur Facebook, j'ai la famille, j'ai la parenté élargie, puis je réduis, tu sais, sur les réseaux sociaux, on peut quand même moduler un peu l'accessibilité du contenu. Donc, on pourrait dire, ben, les photos, je les mets juste disponibles aux gens proches de ma famille, etc. Mais bon, de fait, ultimement, à quoi ça sert, surtout pour des influenceurs, on ne sait pas trop. Ce qui est intéressant pour la suite, c'est que cette loi-là va s'étendre dans le domaine de la technologie, au sens où on va obliger les compagnies à mettre un contrôle parental sur tous les achats électroniques pour défendre les enfants là, des images pornographiques. Même, on va aller aussi bientôt jusqu'à, je dirais, augmenter la force du contrôle des mineurs sur les sites pornographiques. Très intéressant, en effet. James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe. Merci. Ouais. Antoine Malenfant, en novembre dernier, l'INSPQ a publié un rapport sur l'utilisation des appareils numériques en classe. C'est pas la première fois que des scientifiques se penchent sur l'usage des écrans chez les jeunes. Antoine, qu'est-ce que comporte ce nouveau rapport? Ben, tu as raison, Simon. Là, les scientifiques, là, c'est des gens qui s'intéressent à la santé, hein, l'INSPQ. C'est pas la première fois que des scientifiques s'intéressent à ça au Québec. Là, ce qui est nouveau, c'est que, bon, on avait déjà étudié l'impact des écrans sur les jeunes au Québec. Ça avait été fait dans les dernières années. Là, on a regardé
comment les jeunes utilisent ça en classe, dans un contexte d'apprentissage. Et en fait, ils passent le plus clair de leur temps là derrière sur une chaise d'école. Donc, c'était assez pertinent de se pencher là-dessus. Et quelles sont leurs conclusions? Je pense qu'il y en a 4, c'est ça? Bon, l'INSPQ a fait ils n'ont pas fait une étude eux-mêmes, là, ils ont fait une étude d'études. Ils ont épluché la littérature scientifique des 5 dernières années, 2017 à 2022. Donc, c'est assez récent comme données. Et ça comprend la période de la pandémie aussi, où Ouais, les écrans aussi. ont été de plus en plus présents en classe. Tout à fait. C'est pas vrai qu'ils se sont soudainement retirés. Là. Il n'y a pas eu un mouvement de vague. Là. Après, la marée est restée haute. Alors, les questions de recherche qu'on se posait, c'est... est-ce que la présence et l'utilisation des appareils électroniques, c'est préférable dans l'apprentissage, dans les fonctions cognitives aussi, là, par rapport à l'utilisation d'un papier puis d'un crayon? Les conclusions sont vraiment, je considère, délicieuses. Là. Et ça démontre c'est pour ça que tu tiens un crayon dans tes mains en ce moment. La puissance indétrônable du crayon. Alors, Simon, en rafale, l'utilisation des écrans, des appareils technologiques conduit l'étudiant à être en mode multitâche. Et là, c'est pratique, ça, d'être en mode multitâche. On est donc bien content d'être multitâche aujourd'hui. On a l'impression de pouvoir accomplir plein d'affaires en même temps. En même temps, ça nous rend anxieux et un peu fou des fois. Et dans un contexte d'apprentissage, c'est néfaste parce que on a fait des tests là, pour voir si l'étudiant qui est en mode multitâche apprend mieux pendant un cours ou est-ce qu'il retient mieux la mémorisation, tout ça. Et les résultats, on leur a fait passer un test après et les résultats sont vraiment moins bons pour ceux qui étaient en mode multitâche, qui avaient accès à un appareil électronique durant la prise de notes, par exemple. Est-ce que je me trompe en disant que plusieurs des résultats de cette étude-là viennent simplement confirmer le sens commun de probablement une bonne partie des gens? Ben, le sens commun, disons sens commun au verbe, là, dans l'équipe de rédaction, nous, ça fait longtemps qu'on parle de ça. On a reçu Thomas Plouffe souvent On n'est pas du monde là, pour parler de ça. Mais c'est pas assez répandu, je pense, là, ce sens commun-là, pour te reprendre. Est-ce qu'on sait vraiment ce que les gens pensent aussi? Ben, c'est ça. Puis, je veux dire, dans le corps professoral, il y a des résistances, mais il y a aussi des gens qui abondent, qui sont assez technophiles. Une différence, parce que mes parents ont travaillé dans le système d'éducation, entre autres, à amener des laboratoires informatiques dans les écoles dans les années 90, puis ils disaient, à l'époque, personne ne savait comment utiliser un ordinateur. Les parents étaient complètement ignorants. Donc, c'était un devoir de l'école d'initier les enfants à l'informatique. Mais aujourd'hui, écoute, un bébé de 2 ans sait comment utiliser une tablette. L'étude a démontré, c'est fascinant, là, je vous invite à aller lire ça sur le site de la santé publique. L'étude a démontré que le simple fait d'avoir un cellulaire éteint sur le bureau, sur la table de travail à l'école, on parle d'étudiants fin secondaire, début cégep, par exemple, là, va nuire à la compréhension de ce qui se passe en classe. Pas juste en mode silencieux, mais non, éteint. Il est éteint, il ne marche pas. Mais le simple fait qu'il soit là, les résultats à un test, là, quelques minutes après, un test d'histoire de français, là, par rapport à la matière qui était reçue au moment où le téléphone était là, vont être inférieurs. Ça montre la force d'attraction de l'objet quand même. C'est fou raide. Une autre conclusion de ce rapport-là de l'INSPQ, Simon, c'est que la lecture numérique, on dit les tablettes, c'est le fun, là, on peut marqué sur le côté, la lecture de PDF où on peut lire des documents là, en ligne, c'est beaucoup plus pratique, prendre des notes, etc. La lecture numérique pourrait entraîner une baisse de la compréhension du texte et les résultats, encore une fois, sont inférieurs à la lecture papier parce qu'un objet, un livre, un document papier comme celui que je tiens, nous permet de nous situer dans l'œuvre dans son entièreté, d'avoir un référent là, matériel. Oui, on a tendance à lire en diagonale sur les écrans. Ou en tout cas, il y a une offre infinie de l'autre texte qu'on pourrait lire après, on va un peu plus vite. C'est une des conclusions aussi. La lecture se fait beaucoup plus en diagonale, moins en profondeur et encore une fois, les résultats sont inférieurs. Un dernier point, peut-être, Simon, c'est que on a regardé dans ce rapport-là quels étaient les résultats des études sur la prise de notes. Hein? On peut penser que quand le prof parle, on prend des notes on va être plus efficace là, si on prend des notes à l'ordinateur versus à l'écrit. Ce qu'ils ont constaté, c'est que oui, on va taper plus de mots, mais on va taper trop de mots finalement. On fait plus une espèce de verbatim de ce qui est reçu. Donc, on fait moins l'acte d'intelligence de choisir ce qui est pertinent. Tout à fait. L'écriture manuscrite là, est beaucoup moins efficace, entre guillemets. Hein? On va plus lentement. Donc, ça oblige notre cerveau à faire une sélection, à discerner ce qui est essentiel. Et encore une fois, les résultats sont Mais d'ailleurs, tu as raison. Tu as apporté des notes manuscrites à la main cette semaine. Magnifiques. Puis je trouve que ta chronique est meilleure. Non, mais on sait depuis longtemps en sciences cognitives, entre autres,
le rôle que joue notre corps dans l'apprentissage. Puis ça, c'est connu en sciences d'éducation aussi. Puis, donc, ce qui me fait dire que la raison pour laquelle ça est arrivé, en fait, c'est qu'il y a un marketing qui est là. Oui. Il y a une propagande de technologie qui est... En tout cas, des lobbies au moins. Ouais, des C'est quand même lobbies. intéressant que ce soit le ministère de la Santé qui ait fait ces recherches-là et pas le ministère de l'Éducation. Moi, aussi. j'invite tous ceux qui nous écoutent à écrire à leur la direction d'école, à la main, à écrire au centre de services scolaires, leur dire « Hey, avez-vous une politique, avez-vous une stratégie pour la santé de nos enfants? Parce que là, les écrans sont rentrés puis ils sont pas ressortis. Et ça, je termine là-dessus, pour rebondir sur ce que James disait, ça contribue à une espèce de désincarnation de l'enseignement, de l'éducation. Puis les chiffres, si on se fie à la science, là, hein, les chiffres nous le disent, il faut réincarner revaloriser une incarnation dans l'éducation. Ah oui, c'est rendu qu'ils passent des feuillets, moi, au CPE de mon enfant pour dire aux gens de ne pas asseoir leur enfant de 2-3 ans devant un iPad à longueur de soirée. Ouais, ben c'est ça. Mais à l'école, Ça après, commence jeune. c'est ça. Ta chronique remet en doute, Antoine, le dogme du tout numérique en éducation. Tout à fait. Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Benjamin Boivin, mercredi dernier, c'était la Saint-Valentin et aussi le mercredi des cendres en même temps. Fête de l'amour et de l'éros, je parle surtout de la Saint-Valentin ici. Mm-hmm. Mais signe des temps, il semble que selon un récent sondage français, nous soyons en récession sexuelle. Pourquoi, Benjamin, les gens ont-ils moins de rapports sexuels aujourd'hui que dans un passé plus ou moins récent? Ouais, ben là, on parlait d'incarnation puis du tout numérique. Là. Il y a un peu de ça là-dedans. Il y a évidemment plusieurs raisons qui expliquent ce phénomène-là. La récession sexuelle, on l'a vu dans les chiffres qui viennent de France, mais il y en a dans des chiffres qui viennent de plusieurs pays occidentaux, et ça depuis plusieurs années. Là. Ce qu'on constate essentiellement, c'est que dans différentes strates de population, là, que ce soit les gens mariés, les gens plus jeunes, les gens célibataires, de manière générale, les gens ont moins de rapports sexuels aujourd'hui que dans le passé récent. On peut penser aux années 90, 80, les années 70. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils préfèrent écouter Netflix que faire l'amour? Ben, il y a une diversité de raisons, mais l'une des explications qui a été donnée à la suite de ce sondage-là, de cette étude-là, c'est effectivement que les gens ont un rapport désordonné à l'écran. Et donc, lorsqu'ils vont chercher à consommer des contenus en ligne, par exemple, bien, parfois, ils vont faire le choix d'écouter des émissions Netflix plutôt que de faire l'amour. Parfois également, puis là, on rentre dans un enjeu peut-être un peu plus controversé, ben, la sexualité, elle est sublimée à travers l'écran, à travers la pornographie, par exemple. Donc, des jeunes personnes là, qui, dans le début de leur éveil sexuel durant l'adolescence et le début de l'âge adulte, historiquement, auraient été enclins à entrer en relation avec une personne de l'autre sexe, un jeune garçon avec une jeune femme avec un jeune garçon, à entrer dans une relation qui est liée par des contraintes sociales, par toutes sortes de difficultés qui nous amènent à nous dépasser, à sortir de notre individualité. Acheter un drink avant, minimum. Faire un effort pour entrer en relation avec une personne qui a ses propres a priori et ses propres dispositions particulières, ben aujourd'hui, c'est un effort qui peut-être pour plusieurs n'en vaut pas la peine. Parce qu'on peut vivre une expérience sexuelle en autogestion à travers le prisme d'un écran, sans risquer la honte, sans risquer le rejet, le refus. C'est ça, c'est comme un coût assuré, là, on pourrait dire, sans grand risque. Ah oui, c'est certain, c'est certain. Et puis là, ce qui est intéressant, il y a peut-être aussi, il y a différents aspects. Donc ça, c'est une question, là, toute la question du numérique. J'avais une autre hypothèse. Est-ce qu'il n'y a pas une augmentation du taux de divorce, du célibat, qui fait que les gens, étant nécessairement moins en couple, risquent d'avoir moins de rapports sexuels? Oui, c'est vrai que c'est une partie de l'explication. Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, mais encore une fois, les gens mariés sont également visés par ce phénomène-là de récession sexuelle. Il y a plusieurs facteurs. Donc ça, c'était le facteur numérique. Je pense qu'il y a un facteur qui est davantage sociologique, là, qui s'explique peut-être un peu par les contre-coups de la révolution sexuelle. Grande ironie quand même, hein, que dans une société qui s'enorgueillit d'une libération des mœurs depuis les années 60, les gens fassent moins l'amour maintenant qu'ils ne le faisaient dans les décennies précédentes. On aurait pensé l'inverse, de fait. Oui, c'est ça. Ben, il y a des psychologues, des psychologues qui se sont intéressés à la question, qui vont dire que, évidemment, dans notre société, depuis, disons, une dizaine d'années, la nature des relations entre les hommes et les femmes et les dynamiques du commerce sexuel, si l'on veut, ont beaucoup changé. Si bien qu'aujourd'hui, toute la question du consentement vient brouiller les cartes. Les gens ne savent plus comment interagir les uns avec les autres. Puis il y a sans doute de très bons fruits qui sont sortis de ça. Là. Les hommes sont plus conscients de comment entrer en relation avec une femme d'une manière qui
qui est juste et qui tient compte de ces dispositions. Mais il y a également beaucoup d'hommes qui, à tort ou à raison, vont s'inquiéter des conséquences potentielles d'une entreprise de dating ou de drague, qui vont se dire que finalement, ben, les coûts sont trop élevés puis qu'il y a un risque trop élevé. Il y a des facteurs aussi un peu plus anecdotiques, peut-être. Là. Je lisais un article dans Le Devoir qui parlait des coûts importants liés à ce qu'on fait habituellement lorsqu'on entre en relation avec une personne. C'est qu'on va aller dans un bar, on va aller au restaurant, on va aller au cinéma. L'inflation fait qu'on aurait moins de sexe. Ben oui, il y a des gens anecdotiquement qui vont dire que ça les limite. Puis après ça, ben, il y a aussi le moins grand nombre de tiers espaces là, où on peut se rencontrer. Là. De plus en plus de gens font essentiellement l'aller-retour entre le travail, l'école et puis... Il n'y a plus de discothèque, hein? C'est fini cette la maison. Ben, des endroits qui ne sont pas chez soi ou au travail ou à l'école, là, selon l'âge qu'on a, ben, il y en a de moins en moins qui sont fréquentés. Tout passe à travers l'écran. Est-ce qu'on n'a pas aussi culturellement tué le désir? Quand on dit que tout est permis, tu parlais de pornographie aussi, que tout est accessible en tout temps, il me semble que le désir finit par s'atténuer. Ben oui, dans un contexte où il n'y a pas de limite, on est moins enclin à vouloir finalement... on a moins de désir, comme tu dis. Puis comme les relations entre les femmes, il y a beaucoup de sociologues ou de psychologues ou de journalistes qui ont écrit des choses très intéressantes à ce sujet-là. Je pense par exemple à quelqu'un comme Louise Perry, on a discuté de son livre récemment sur le web, des personnes comme Nina Power ou Mary Harrington, qui ont écrit sur la question de la révolution sexuelle puis ses impacts sur les femmes aussi. Donc, il y a vraiment comme une espèce d'estrangement ou une aliénation entre les hommes et les femmes, une situation où finalement on se retrouve à avoir des jeunes hommes qui évoluent et des jeunes femmes qui évoluent séparément dans leur développement social, qui n'ont plus l'habitude d'interagir d'une façon qui est structurée avec des us et des coutumes, des manières d'interagir des normes qui sont basées sur le respect mutuel puis la considération pour la différence sexuelle. Puis beaucoup de gens aujourd'hui, là, les trois noms que je viens de citer en sont de très bons exemples, vont remettre en question les gains supposés de la révolution sexuelle puis arriver à la conclusion qu'en fait ces gains-là ont conduit à une aliénation qui fait partie de l'explication. Hey, vas-y, James. Un autre nom qu'on aurait pu nommer, c'est celui de Thérèse Argot, sexologue là, belge, qui a publié chez Albin Michel en 2020 « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? En 2030, les couples cesseront de faire l'amour ou pas, entre parenthèses. » Puis d'ailleurs, elle répond bien à toutes ces questions-là dans l'année de la critique de la révolution sexuelle. Elle dit, ben, au fond, les gens aujourd'hui, en raison de la contraception, ils s'unissent plus, ils font plus l'amour pour faire des enfants, de un. Puis de deux, pour se faire plaisir, ben, il y a beaucoup d'autres moyens aujourd'hui, notamment avec la technologie, pour se faire plaisir. Donc, ce sont deux causes qui font que les gens... puis elle parle beaucoup aussi de l'absence de désir chez les couples mariés. Parce que c'est sûr que on dit toujours beau, donc on confond beaucoup c'est quoi le désir aujourd'hui, puis on ne sait plus comment entretenir ce désir-là dans une relation de longue durée, puis elle donne des trucs concrets pour ça. Mais je vous écoute parler, là, on dirait que vous êtes des grands promoteurs d'une sexualité active. Est-ce qu'il y a quand même pas certains avantages à une récession sexuelle, dans le sens que on est dans une culture qu'on dit hyper sexualisée, on dit que les jeunes ont des actes sexuels beaucoup trop tôt dans leur vie, on parle aussi qu'on est dans une culture où l'abus sexuel se multiplie. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle que peut-être les gens fassent un peu moins de sexe, mais un peu plus d'autres choses? Est-ce que les abus sexuels se multiplient ou on en entend plus parler? Ça, il faudrait départager ça, mais ouais, vas-y. Moi, j'ai envie de dire oui et non. Est-ce qu'on est vraiment dans une société hyper sexualisée? Je pense qu'on est dans une société où il y a beaucoup de parasexualité, de parasites à l'authentique sexualité. Dans le contexte de la révolution sexuelle, il y a beaucoup de ça qui s'est vécu. Là. Puis aussi, ça a donné lieu à des rapports de domination entre les hommes et les femmes qui, finalement, ont amené à ce rejet-là. Là, de plusieurs femmes. On voit, c'est un phénomène qu'on voit à travers les réseaux sociaux, une recherche de pureté ou de chasteté qui n'est pas nécessairement fondée dans une démarche religieuse là, de façon assez intéressante. Donc, il y a le rejet, il y a une espèce de dégoût d'une forme de sexualité qui est finalement complètement désordonnée, qui est détachée aussi de sa finalité, là, en l'occurrence dans la procréation. Et ça, ben, est-ce que c'est une vraie sexualité finalement? Je ne crois pas. Je pense que c'est un parasite d'une authentique sexualité. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose de bon, en effet, à ce qu'il y ait une moins grande sexualisation du discours public, là, ça j'en conviens. Mais il faut aussi avoir une certaine orientation sur ce qui est la vraie sexualité, son excellence et sa place et l'intérêt aussi qu'elle a pour la société dans son ensemble. Si tu permets, rapidement, il y a eu aussi une espèce d'invasion là, du sanctuaire de la chambre. On parle, moi, je ne vais pas me désoler de la récession sexuelle en général, mais pour ce qui est des couples, c'est assez triste. Puis, moi, j'attribue ça en partie au fait que la chambre a été comme parasitée, contaminée par la chambre
Ouais, la chambre à nuptiale, coucher remplie du de couple. téléphones, d'écrans, de télévision. Les enfants qui rentrent, qui sortent n'importe quand, je pense qu'il faut en faire un sanctuaire. Là. Je pèse mes mots. Et ça va. On a besoin de ce lieu-là qui est un safe space. Bon, Antoine Malenfant qui a besoin d'un safe space. On aura tout vu. J'en ai pas besoin, je l'ai établi. Tu l'as déjà établi. Bon, Benjamin Boivin, merci beaucoup. Tu es chef de pupitre au magazine Le Verbe. Merci pour cette chronique. Ça fait plaisir. C'est l'heure de notre recommandation culturelle de la semaine. James Langlois, tu as lu le livre dont tout le monde parle en ce moment au Québec. Ouais, semble-t-il, la version qui n'intéresse personne d'Emmanuelle Pierrot, qui est une jeune autrice, c'est son premier livre, et qui raconte, c'est un roman, mais qui est inspiré fortement de sa vie à elle et de d'autres femmes qui sont allées dans une commune proche de Whitehorse, là, qui s'appelle Dawson, et qui est un lieu mythique pour les gens un peu punk, marginaux, qui veulent vivre une vie à part. Et elle, le personnage, le protagoniste du roman se rend là et vit une déchéance totale, une désillusion aussi par rapport à un monde qui a l'air idyllique, qui a l'air parfait, complètement vertueux, et elle en sort de là complètement détruite. Donc, c'est vraiment un récit qui raconte cette désillusion-là de voir que finalement, tout le monde peut faire le mal en pensant aussi commettre la justice. Toujours dangereux, périlleux de viser le paradis sur Terre. Oui, tout à fait. Alors, ça s'appelle La version qui n'intéresse personne, mais il semble que ça intéresse tout le monde. Oui, Et exact. c'est par Emmanuelle Pierrot. Merci, James. Antoine, de quoi sera-t-il question à ton émission On n'est pas du monde cette semaine? Certainement une des émissions les plus intéressantes. On a tourné des belles là, dans les dernières semaines, mais celle-là, elle est fascinante. C'est sur Tolkien, le célèbre auteur du Seigneur des Anneaux. On a un témoignage de Sylvain Aubé dont la vie a été renversée par la lecture du Silmarillion, hein, qui est comme l'espèce de genèse du Seigneur des Anneaux. Et on a Thomas Malenfant, que vous connaissez sûrement, qui vient nous faire une analyse de l'œuvre de Tolkien aussi. Bref, c'est vraiment à ne pas manquer, c'était passionnant. On n'est pas du monde qu'on peut écouter sur YouTube, Facebook et aussi sur la télévision Ciel et Lumière. Merci beaucoup, Antoine. Merci, Simon. Cette semaine, on se laisse sur la chanson Lune du groupe de garage rock montréalais Galaxy, mené par Olivier Langevin. C'est tiré de leur plus récent album qui s'intitule À demain peut-être et c'est sorti le 2 février dernier. N'oubliez pas que vous pouvez toujours réécouter, commenter, partager cette émission sur les réseaux sociaux du Verbe Média. Vous pouvez aussi nous écrire à verbomoteur@le-verbe.com. Merci à Marianne Martin et Marie Laliberté à la réalisation technique. C'était Simon Lessard à l'animation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode des Verbomoteurs.